Et donc on va commencer par Maëva, qui va venir devant vous. Merci. Est-ce que vous trouvez ça drôle? Sérieusement, est-ce que vous trouvez ça drôle? Drôle d'éprouver de la haine envers une personne au physique différent du vôtre? Drôle de la rabaisser parce qu'elle est trop fine ou pas assez? Drôle de se moquer d'elle parce que sa couleur de peau n'est pas la même que la vôtre? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce genre de comportement. Ce genre de comportement qui mène les gens à détester leur morphologie ou même encore leur couleur de peau. Et qui peut engendrer de très graves conséquences. J'ai déjà vécu plusieurs situations à Nice. Un homme de couleur de peau noire qui se faisait insulter et dévisager. Pourquoi? Parce qu'il était noir. Ou encore, une femme qui ne faisait que marcher dans Nice, se faire insulter et subir des moqueries concernant son poids. Je pense que d'exprimer de la haine envers un être humain différent de soi, uniquement par son apparence, est absurde. Car par principe, nous avons tous un physique différent. Ce qui est normal. De plus, que je ne vois pas l'intérêt de mettre à l'écart une personne parce que son physique ne convient pas à d'autres. Puis, sérieusement, juger une personne sur son physique. Juger une personne par son physique, n'est-ce pas ridicule? Le physique ne dit rien sur la personne. Il faut apprendre à la connaître avant de la juger. Car, qui sait, celle-ci pourrait avoir certaines qualités qui ne peuvent pas se voir au physique. J'ai déjà été victime de discrimination physique. J'avais 9, 10 ans, plutôt introvertie comme enfant. Ah, regardez là cette girafe. T'as vu comment tu t'habilles? C'est bizarre. Des moqueries, des insultes, mais pas que. J'ai également subi des coups. Tout ça à cause d'une simple apparence. D'ailleurs, vous qui critiquez ces personnes, j'aimerais savoir, qu'est-ce que ça vous apporte? Pourquoi dire ce genre de choses sur leur physique? La plupart d'entre vous me répondront par la même seule et unique phrase, c'était pour rire. Alors, si c'était pour rire, ça va. On peut laisser passer ça, non? On peut vous laisser continuer à les amener jusqu'à détester leur physique. Après tout, ce n'était que pour rire. Mais pour être honnête, qu'est-ce que ça vous ferait à vous de subir des moqueries pareilles? Des moqueries concernant votre taille, votre style, votre morphologie ou même encore votre couleur de peau. Imaginez-vous bien qu'une seconde être piégé, méprisé ou même encore jugé. Imaginez-vous ne rien pouvoir faire. Imaginez-vous, à cause de ces simples blagues, de ne plus pouvoir le supporter à un tel point de vouloir en finir. Dites-vous que c'est ce qui arrive à la plupart de ces personnes. Ces personnes qui pourraient être l'une d'entre vous. Alors, je vous le redemande une dernière fois. Est-ce que vous trouvez ça drôle? Merci pour votre écoute. C'est au tour de Lucie maintenant.
Un humain sur 5. Écoutez-moi bien. Un humain sur 5, c'est le nombre de personnes n'ayant pas accès à l'eau potable dans le monde. Alors, j'ai fait mon petit calcul. Et un humain sur 5, ça fait presque 2 milliards sur 8 milliards. Trouvez-vous normal que chaque jour, des milliers de femmes et d'enfants fassent des dizaines de kilomètres, si ce n'est plus, afin de seulement s'approvisionner en eau potable? Ce geste si banal pour nous, qui pour eux est bien souvent une chance, voire même l'insurmontable. Imaginez, c'est le soir, vous êtes épuisé suite à votre journée de travail, et votre seule envie en rentrant est de boire. Sauf que dès lors que vous ouvrez le robinet, rien. Rien, et ce, pendant une période indéterminée, durant laquelle vous ne savez pas quand vous aurez la chance d'enfin pouvoir utiliser cette précieuse ressource. C'est le cas au Maroc, par exemple, ce pays aux terres favorables à l'érosion, ou encore à sa pollution agricole. La sécheresse est évidemment la pire ennemie de nombreux pays dans le monde entier. Mais que cela engendre-t-il concrètement? Eh bien, tout d'abord, des arbres secs et déshydratés qui finissent par mourir. Et une végétation trop sèche peut faciliter les départs de feu, émetteurs de gaz nocifs qui ainsi polluent l'atmosphère et accentuent l'effet de serre. De plus, les arbres deviennent beaucoup plus vulnérables face au froid durant l'hiver. Je peux ensuite aborder la consommation de l'eau, où lorsque les réserves d'eau sont trop faibles pour irriguer correctement les cultures, eh bien l'on observe des pertes, voire même des baisses de récolte. Pour finir, je n'ai pas la prétention ce soir de vous faire culpabiliser des actes déjà commis par l'être humain. Cependant, j'aimerais vous faire part de ma foi en l'humanité. Car nous avons ce pouvoir de faire des erreurs, mais nous possédons également ce pouvoir, parfois extrêmement fort, de reconstruire. Alors, échouons, travaillons plus dur, trompons-nous, et avec un peu de courage, de détermination et un peu d'obstination, nous arriverons à éviter le pire scénario possible et ainsi préserver l'or bleu qu'est l'eau. À présent, c'est au tour de Quentin. Merci pour votre écoute. Pensez-vous à ce qui se passe chaque jour dans nos forêts? Savez-vous quelles atrocités sont commises? Trouvez-vous acceptables les actes de braconnage? Des gens qui, par appât du gain ou simple cruauté, braconnent des espèces animales? Vous trouvez cela normal? D'après moi, c'est un geste atroce de tuer des animaux, seulement pour leur fourrure, leur défense, ou même simplement leurs dents. J'ai choisi ce sujet car lorsque j'ai vu à la télévision un reportage qui dénonçait le braconnage, cela m'a vraiment choqué. Je me demande encore comment l'humain peut-il faire ça. Comment peut-il tuer de simples animaux sans défense? N'éprouvez-vous aucune compassion pour ces animaux auxquels on ôte la vie prématurément? Et n'avez-vous aucune pitié pour ces cadavres d'éléphantaux gisant sur le sol, leurs défenses arrachées et qui pourrissent au soleil? Le braconnage contribue à la disparition en masse de certaines espèces animales, notamment celles vivant en Afrique. Par exemple, le nombre de félins a été divisé par 20 depuis 50 ans. Et la population des éléphants a diminué de 60% en 50 ans, car elle possède de grosses défenses d'ivoire. Comme je viens de vous le dire, le braconnage a un impact néfaste sur les espèces animales. Mais il contribue également à la destruction de la biodiversité et de l'environnement. Ce que je vous dis vous étonne? Vous me direz que la disparition de quelques animaux n'est rien.
mais cela détériore énormément les milieux naturels et l'équilibre de l'écosystème. Prenons un exemple, l'éléphant. En se déplaçant, les éléphants créent de nouvelles clairières et un accès à la lumière, ce qui facilite la croissance à d'autres espèces de plantes. Sans les éléphants, cette fonction vitale pour l'écologie ne serait plus remplie. À moins, bien sûr, que nous jouions, que dis-je, que vous jouiez le rôle de l'éléphant et que vous débroussailliez les forêts pour permettre à la flore locale de croître. Ça tombe bien, j'avais que ça à faire de mon samedi après-midi. De plus, le braconnage est une des causes majeures de l'effondrement des chaînes alimentaires. Si les zèbres venaient à disparaître, car ils sont trop braconnés pour leur fourrure, les hyènes, par manque de nourriture, vont disparaître à leur tour. On voit donc bien que si une espèce animale venait à s'éteindre, tous les autres maillons de cette chaîne vont soit s'éteindre à leur tour, soit se démultiplier car ils n'ont plus aucun prédateur. Si les antilopes, les zèbres, les gnous et tous les autres herbivores sont donc braconnés et exterminés, que vont manger tous leurs prédateurs? Que vont manger tous ces lions? Je dis bien, que vont manger tous ces carnivores? Une proie plus abondante? Nous, peut-être. Le braconnage n'a pas qu'un impact négatif sur la santé, ou bien même l'écosystème. Il concerne aussi notre santé. Le singe, qui est braconné pour sa chair abondante, peut nous transmettre l'Ebola. Cette maladie est particulièrement sympathique. Forte fièvre, éruption cutanée, et même hémorragie interne et externe entraînant la mort. Sympa? Cette maladie, souvent mortelle, a déjà causé plus de 11 000 cas de décès. Maintenant que vous le savez, vous ferez sans doute plus attention à la viande que vous irez acheter au supermarché. Même avec une promo, pas de viande de primate. Je plaisante, mais au fond, ce n'est vraiment pas drôle. Imaginez quelques instants un enfant de 10 ans vivant en Afrique, dans une étendue désertique. Ses parents, eux, sont morts de l'Ebola. Il n'a que 10 ans. Il ne comprend pas tout à la vie. Mais il a compris que le braconnage était néfaste. Chaque jour, il rencontre des braconneurs. Et chaque jour, il essaye de les convaincre de cesser leurs activités illicites. Toujours avec les mêmes phrases. Avez-vous conscience que nous ne sommes pas loin d'une catastrophe irrémédiable? Comprenez-vous que notre survie est en péril? Avez-vous conscience que nous sommes au bord de la 6e extinction de masse? Et chacun, dans cette salle, à moins de ne savoir réfléchir, sait qu'il a raison. C'est pour cela que je vous parle du braconnage. Pour vous choquer, vous révolter. Je dénonce aujourd'hui ces actes cruels, car ils ne sont pas suffisamment abordés dans les médias. Selon moi, nous devrions y donner une plus grande importance, car le braconnage contribue à la disparition des espèces animales, à la destruction de la biodiversité, et à travers elle se joue notre propre extinction, notre propre fin. J'espère que pour l'instant vous appréciez ce voyage. Nous allons maintenant écouter Manon et n'hésitez pas à l'applaudir. Merci. Est-ce que vous trouvez ça normal que nous, les femmes, nous ayons peur de sortir le soir? Est-ce que vous trouvez ça normal qu'en 2020, 94 000 femmes se soient faites violer en France? J'ai choisi d'aborder ce sujet avec vous ce soir parce qu'il me tient à cœur et j'ai envie de vous faire entendre que le viol c'est un traumatisme et qu'aucune femme ne s'en remet. Je pense que c'est inhumain de forcer une femme à avoir des rapports sexuels, parce qu'une femme a des droits et des libertés.
et qu'elle peut tout simplement refuser un acte sexuel. Connaissez-vous la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? Connaissez-vous la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne ? Attention, je ne parle pas de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, où l'Assemblée nationale constituante parle des hommes dans leur globalité. Je parle bien de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, dans laquelle Olympe de Gouges consacre ses pages aux droits et aux libertés des femmes. Dans l'article 1, elle dit « La femme naît libre et demeure égale à l'homme ». Cela veut dire que les femmes ont exactement les mêmes droits que les hommes et peuvent refuser un acte sexuel. Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle. Pensez-vous que c'est assez ? Moi, je ne pense pas. Je vais vous donner un exemple. Imaginez, une femme se fait violer. Elle porte plainte. Le violeur prend 15 ans de réclusion criminelle, puis il sort. Puis il sort de prison. Et vous pensez qu'il va arrêter de violer des femmes ? Non, parce que tant qu'un violeur n'est pas soigné, il va recommencer. Seulement 0,6% des viols ou de tentatives de viol ont abouti à une condamnation en 2020. Et 34 300 plaintes ont été enregistrées en 2021. Certains ont déjà entendu cette phrase qui dit « Oui, mais si elle s'est faite violer, c'est qu'elle l'a cherché. T'as vu comment elle était habillée en même temps ?» Alors, oui, sachez une chose. Si une femme se fait violer, c'est en aucun cas provoqué par sa tenue vestimentaire. J'ai demandé à ma classe combien de personnes avaient entendu cette phrase. 16 personnes sur 25 l'ont déjà entendue. Vous vous rendez compte ? 16 personnes sur 25. Alors je le redis, si une femme se fait violer, c'est en aucun cas provoqué par sa tenue vestimentaire ou par son attitude. Sachez qu'être une femme en 2023, c'est un combat au quotidien. Nous allons à présent écouter Kélia. Merci. Cette sensation quand tu te sens seule, ces excuses que tu dis pour ne pas aller à l'école, cette boule au ventre avec laquelle tu te réveilles, ces gestes et ces paroles qui te détruisent de plus en plus chaque jour. Aujourd'hui, je vais vous parler des pires années de ma vie. Des années que des personnes comme vous peut-être traversent ou ont traversées. En vous parlant ici et maintenant, j'espère vous faire prendre conscience que ce sujet va jusqu'à détruire des milliers de personnes. Le harcèlement scolaire. Ça me tient à cœur d'en parler pour enfin me libérer de ces années d'enfer. Ces années où j'ai été rabaissée, blessée, insultée et même frappée. Pour moi, le harcèlement est une torture banalisée. Chaque élève doit pouvoir aller à l'école sans craindre d'être intimidé ou maltraité. Le harcèlement est tellement commun qu'on ne se rend plus compte quand est-ce que ça devient du harcèlement. Il est souvent caché sous l'humour. Tous les jours, cet élève subit cette même blague. T'as grossi, non ? Tu devrais moins manger à la cantine. Toute la classe rigole, alors que pour celui qui est concerné, c'est tout sauf drôle. Les répercussions peuvent être très graves. Imaginez-vous, souffrir de dépression ou d'anxiété, être en échec scolaire, donc voir vos notes baisser. Peut-être que vous avez développé des traumatismes. Et tout ça à cause du harcèlement. Et ce ne sont pas les seules répercussions. Malheureusement, beaucoup trop de victimes ne s'en sortent pas. Un quart des adolescents harcelés ont déjà pensé au suicide. Et certains d'entre eux finissent par passer à l'acte. En parodiant Victor Hugo, j'ai envie de dire, je ne suis pas messieurs, dames.
de ceux qui croient que l'on peut supprimer le harcèlement. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment que l'on peut le détruire petit à petit. Et si on essayait le harcèlement positif? Au lieu de se moquer, et si on se complimentait? Au lieu de se rabaisser ou de se dénigrer, et si on s'aimait? Quel beau t-shirt! Tu as de beaux cheveux. Ta doudoune te va très bien. Tu as des très beaux yeux. Voilà ma solution pour détruire le harcèlement. C'est au tour de Florian. Merci beaucoup. Les réseaux sociaux nous tuent. Cette phrase, elle vous choque? Pourtant, si vous passez du temps sur les réseaux, vous savez que cela nous rend plus bêtes. Vous savez que cela nous ramollit le cerveau. Je dirais même plus, dans certains cas, nous rentrons même dans ce qu'on appelle une addiction. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de lancer un réseau social comme TikTok, Instagram ou même YouTube et de vous dire, bon, j'y reste pas longtemps, vraiment pas longtemps, 15 minutes grand maximum. Et lorsque vous relevez votre tête, 1 heure était passée. 1 heure. Ça vous est déjà arrivé ? Parce que moi oui, et j'ai pas honte de dire, et c'est bien pour ça que j'en parle. Et c'est effrayant. C'est effrayant parce que ça veut dire que pendant tout ce temps, ce réseau social m'a hypnotisé. Donc vous avez compris qu'être la plupart du temps sur ce qui est devenu une véritable extension de la main nous nuit. Commençons par la santé. Déjà, il faut savoir qu'un adolescent passe en moyenne 21 heures par semaine sur son téléphone portable. Ajoutons à ça la lumière bleue nocive de l'écran, et nous risquons tous de porter des lunettes prématurément. Mais pensons à nos yeux. De plus, à force de faire défiler un tas de vidéos par automatisme, nous risquons encore une fois de contracter une textonite. C'est une inflammation des tendons du pouce. D'ailleurs, sachez qu'à force de regarder des vidéos de moins d'1 minute, notre temps d'attention est actuellement à 8 secondes. Ah, ça y est, c'est officiel. Nous sommes en concurrence directe avec des poissons rouges, qui ont, eux, un temps d'attention de 9 secondes. Parlons maintenant du contenu de ces plateformes, qui absorbent littéralement notre personnalité. À force de regarder des tonnes de posts de ravissantes personnes qui publient le quotidien de leur vie de rêve, on peut se dire que c'en est devenu la norme. Alors, pour entrer dans les clous, nous allons commencer à mentir. Mentir sur les réseaux sociaux. Mentir sur notre vie. Pour qu'au final, le nous virtuel ne ressemble plus du tout au nous réel. C'est pour cela d'ailleurs que je dis que les réseaux sociaux sont un véritable fléau social. Mais je n'ai même pas encore parlé du plus grand danger de ces réseaux, qui est l'isolement social. Il y a certaines personnes qui adorent rester dans ce monde virtuel. Ils aiment tellement ça qu'ils en oublient d'en sortir de chez eux. Et leurs seules relations ne sont que purement numériques. Ces mêmes personnes, puisqu'elles ne sont pas de chez eux, ne font donc pas d'activité physique, ce qui engendre de graves problèmes de santé. Dans certains cas, ils peuvent même tomber en dépression. J'espère maintenant que vous avez compris pourquoi je dis que les réseaux sociaux sont un véritable fléau. J'espère que vous avez compris pourquoi
Je dis que cela tue notre santé. Pourquoi cela tue notre personnalité? Et pourquoi même cela tue nos relations sociales? Maintenant, j'aimerais que vous pensiez à une phrase. J'aimerais que vous y pensiez chez vous, dans la rue, en vous couchant, et même en vous levant. J'aimerais même que vous la répétiez à vos enfants. Et cette phrase est: les réseaux sociaux nous tuent. Nous nous approchons de la fin, mais il en reste encore quelques-uns à écouter, et là je vous propose d'entendre Lilou. Merci. Parlons de ces femmes. Ces femmes dont le destin est choisi par d'autres. Ces femmes dont les décisions sont toujours prises par d'autres. Ces femmes qui doivent se battre ou mourir pour avorter. J'ai choisi de parler de l'avortement car il n'y a pas si longtemps j'ai vu le film sur Simone Veil, qui elle-même a défendu cette cause avec détermination et courage. Cette femme, son parcours, ses batailles, mais notamment son combat pour l'avortement m'inspirent. Une femme doit pouvoir choisir si elle veut garder son enfant ou non. Imaginez une jeune fille de 16 ans, en classe de seconde, avec toute la vie devant elle. Elle découvre qu'elle est enceinte, mais ne se sent pas de le garder. Elle souhaite se concentrer sur son avenir, ce qui ne sera peut-être pas possible avec un enfant dans sa vie. Un enfant a besoin d'attention, de sécurité, mais surtout d'amour. À 16 ans, elle ne se sent pas de lui donner tout ça. S'occuper d'un enfant l'empêchera peut-être de profiter avec ses amis, de réviser ou encore de préparer ses cours. De plus, toutes les femmes ont le droit d'avorter sans être jugées. C'est leur corps, leur choix, mais surtout leur vie. Personne ne doit juger une telle décision. Rien ni personne ne doit leur dire quoi faire ou comment agir. Famille, amis ou encore société, personne n'a son mot à dire. L'avortement peut être légitime dans la vie d'une femme, même si cela reste une grande épreuve à traverser. Peu importe le motif, une femme doit choisir si elle veut avoir un enfant ou non. Une femme n'a pas à se justifier, n'a pas à s'excuser. Une femme est libre de faire ses propres choix. Certains disent que l'avortement est un crime, que ce n'est pas humain de ne pas garder son enfant, alors qu'ils ne se sont pas mis une seconde à la place de ces femmes, n'ont pas imaginé non plus ce que c'est de prendre une telle décision. Prenons exemple une femme qui a subi un rapport sexuel non consenti. Pensez-vous toujours que son choix d'avorter, si l'on peut parler de choix, est un crime? L'avortement est un choix important et pas anodin. C'est une épreuve difficile. Ces femmes ont besoin d'être accompagnées, elles ont besoin d'être soutenues. Elles n'ont pas besoin d'être jugées en permanence. Au contraire, il faut leur montrer qu'on est avec elles, qu'on les comprend. Alors je vais vous le redire, une dernière fois, mais personne ne doit juger un tel acte. À tous les parents qui décident à la place de leur fille, à tous les médecins qui refusent de les faire avorter, ou même à tous ces pays qui leur retirent ce droit, sachez que c'est aux femmes de décider, et rien qu'à elles. Et c'est au tour de Marie. Allez-y, elle a besoin d'un peu d'applaudissements, je pense. Est-ce normal de battre des animaux sans défense? Est-ce normal d'élever son animal de compagnie dans des conditions ignobles? Est-ce normal que ce sujet ne soit pas assez pris en compte? Tout d'abord, je pense qu'il n'est pas tolérable qu'en 2023, des personnes puissent encore battre leurs animaux de compagnie en toute impunité. Les animaux doivent être traités de manière irréprochable et non comme de vulgaires objets inutiles et insignifiants. J'ai donc choisi ce sujet pour vous faire comprendre qu'il faut cesser cette violence au plus vite. Moi-même, j'ai un chien et il ne m'est jamais venu à l'idée
de le frapper ou même de l'abandonner. En effet, les violences physiques, verbales, la négligence et la maltraitance sont une réalité quotidienne pour de nombreux animaux. Ce n'est pas parce que votre animal de compagnie n'écoute pas à vos ordres qu'il faut le frapper ou l'abandonner. Il y a des façons d'éduquer. Mais alors, pourquoi les animaux sont-ils autant abandonnés? Parce que, soi-disant, ils deviennent dangereux ou méchants? Ou encore car ils nous encombrent trop la vie, pour partir en vacances, par exemple? Imaginez qu'un couple abandonne leur bébé sur un parking car il pleure trop. Vous allez me dire que c'est inhumain, que ça ne devrait pas exister. Mais alors, ça ne vous fait pas le même effet si je vous dis qu'à la place de ce bébé, c'est un chiot? Comment y remédier? Problèmes financiers, déménagement, différents événements de la vie motivent les abandons d'animaux. Il est important que les futurs propriétaires prennent conscience que l'acquisition d'un animal de compagnie représente un choix sur plusieurs années. Une telle réflexion en amont permettrait de limiter le nombre annuel d'abandons. Pour conclure, la cruauté envers les animaux d'élevage ou de compagnie est une ignominie. Ces animaux peuvent percevoir de manière subjective leur environnement et leur expérience de vie comme nous les humains. Comme nous, les humains, les animaux ont besoin de s'épanouir et d'être heureux. La Kenza maintenant? Merci. Trop petit, trop maigre, trop blanc, ou alors trop grand, trop gros, trop noir. On est tous trop quelque chose. En fait, on est tous différents. Et ce sont ces différences qui nous donnent de la force. Ces différences ne doivent pas justifier les moqueries, les insultes ou les violences. Ne trouvez-vous pas que la discrimination nous envahit de plus en plus de nos jours? Je vais vous expliquer mon histoire. On était en 2018, j'étais en CM2. C'était un jour ordinaire à l'école primaire. Je mesurais 1m30. J'étais plutôt petite pour mon âge. Mais on ne m'avait jamais rien dit jusqu'à ce jour où un garçon de ma classe qui avait redoublé son CM2 m'a dit que j'avais la taille d'une CP. Ces paroles m'ont rendue triste et m'ont blessée car je me suis sentie jugée. Mais ça n'a pas été le seul à l'avoir fait. Il y en a d'autres qui m'ont jugée. En 6e, j'ai encore été moquée. Mais avec le temps, c'est passé. Maintenant, je me moque des critiques. Bon, je sais que je suis petite. Mais comme on dit, tout ce qui est petit est mignon. Donc, je suis mignonne. Même petite, je suis courageuse, forte, intelligente et gentille. N'est-ce pas l'essentiel? J'ai réussi à être plus forte que ces moqueries, mais la discrimination peut avoir de graves conséquences. Les personnes concernées peuvent faire des crises d'angoisse. Cela entraîne régulièrement un sentiment de honte et de culpabilité qui peut même mener à l'isolement, puis au suicide. Il ne faut pas juger sur notre physique. Ce n'est pas nous qui décidons de notre apparence, mais ça ne montre pas notre personnalité. Juger les autres sur leur apparence, c'est mal. Il faut d'abord apprendre à les connaître. La société ne peut pas vivre dans la discrimination. Si tout le monde juge tout le monde, la vie devient un véritable enfer. La solution? Devenir tous identiques? Mais si nous étions tous faits de la même façon, si nous avions tous les mêmes goûts, les mêmes défauts, pour moi, là, la vie serait un véritable enfer. Quel ennui! Tous pareils! On ne pourrait pas vivre en société, s'entraider, s'aimer. C'est à partir de ma vie même, de mon vécu, que j'ai pris conscience des effets de la discrimination. La discrimination comme la violence, l'injustice, l'esclavage et le racisme ne devraient avoir aucune place dans notre vocabulaire. Et vous aussi, que vous soyez petit, grand, gros, maigre, blanc ou encore noir, vous pouvez faire de grandes choses, de très grandes choses. Eh bien, nous arrivons à la fin. Il ne reste plus qu'une élève qui va passer. J'espère que vous avez apprécié comme moi. Et je vous invite à écouter Julia. Merci.
L'homme à la tête d'une entreprise, la femme à la maison. Un pantalon pour l'homme, une jupe pour la femme. Le ménage pour la femme et pour l'homme, un peu, mais pas autant. Est-ce que ça vous choque ce que je dis? Pas vraiment. Ces remarques sont trop évidentes. Mais pourquoi ces différences existent-elles? Une femme ne pourrait-elle pas être à la tête d'une entreprise plus facilement? Un homme ne pourrait-il pas porter de jupe? Les hommes n'assumeraient-ils pas de s'occuper des tâches ménagères? A priori, oui. Et pourtant, j'ai choisi ce sujet, car au quotidien, toutes ces différences, que ce soit à la télévision, dans la rue, à l'école ou à la maison, je les remarque, je les vois et je les vis même. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de différence entre l'homme et la femme. Et je suis ici pour dénoncer toutes ces inégalités. Tout d'abord, la plus connue, la différence de salaire. Pour un même emploi, une même formation, une expérience similaire, il n'y a pas le même revenu pour un homme ou pour une femme. Donnons un exemple. D'après les chiffres de l'INSEE, en 2017 en France, les femmes salariées du secteur privé gagnent en moyenne 16,8% de moins que les hommes avec un équivalent de temps de travail. Ensuite, on observe la différence de genre dans certains métiers. De plus, dans beaucoup de métiers, des genres y sont appropriés. Pourquoi? Dans les métiers du bâtiment ou les hauts postes comme chef d'entreprise, on retrouve beaucoup plus d'hommes que de femmes. Les femmes n'ont pas autant de capacités que les hommes pour ces métiers. Pourtant, sur le plan scolaire, 56% des filles continuent dans les études supérieures contre 44% pour les garçons. Cette différence dans le monde du travail n'est pas justifiable par une différence de compétences. Alors quoi? Ce serait juste une question de genre? Incroyable, non? Maintenant, pour aller encore plus loin, je veux attirer votre attention sur quelque chose que vous avez sûrement tous vécu ou bien entendu. Mais finalement, personne n'y prête vraiment attention. Vous avez déjà eu, par exemple, une proche qui, au fil d'une discussion, vous dit « Ah, j'ai de la chance d'avoir un mari qui m'aide, qui vous aide. Pardon, hein, mais c'est aussi sa maison, ses enfants. Enfin bref, il ne doit pas vous aider, mais faire ce qu'il a à faire. » Aujourd'hui, la société essaye de nous faire croire que l'homme et la femme sont égaux, en disant qu'ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Mais en réalité, les mentalités ne changent pas. On entendra toujours ces remarques. Et beaucoup de personnes penseront toujours que l'homme est supérieur à la femme. Imaginez, c'est le soir, dans une maison habitée par une famille. Des parents et 2 enfants. Il est 20h et le papa s'occupe de faire la vaisselle et de ranger la cuisine. Tandis que la maman remet de l'ordre dans le salon avec les petits. Vient l'heure de coucher les enfants. Ils s'en occupent tous les deux. Et quand cela est fini, les parents se lancent une petite partie de jeux vidéo. Tout faire enfin ensemble. Et enfin dans la bonne entente. On n'est pas mieux là?
Mesdames, Messieurs le jury. C'est un peu dans un mouchoir de poche. C'est-à-dire que nous, il n'y a pas vraiment de différence de niveau. Vous êtes très très bons tous et toutes. Donc vraiment bravo, je suis personnellement vraiment époustouflée parce que vous avez livré ce truc. Bravo. Voilà, qui est le prix du cœur à Kaya Joël. Le prix de la constellation à Maëva. Le prix de la conviction à Quentin Prévost. Ouais. Le prix de l'écologie à Lucie. Alors le prix de Simone Veil avec un grand V. Allez-nous madame. Le prix Brigitte Bardot à Marie. Alors, dernier prix personnalisé et personnalisable pour Manon Tégérouano pour le prix de la pugnacité. On arrive maintenant dans les trois prix. Le troisième prix à Julia Mézedi. Donc là j'ai la lourde tâche de décerner le premier prix, puisqu'on saura directement le second derrière. Donc le premier du concours d'éloquence du collège François Rabelais est décerné à Florian Maraco. Donc, médaille d'argent, deuxième prix pour Kenza Cocher. Et donc, suite à la clôture des votes, tout ça bien sûr, l'œil externe, l'huissier. Le prix du public est décerné à Julia Mézedi. Voilà, donc ainsi s'achève la deuxième édition de cette finale du concours d'éloquence du collège François Rabelais. Ça a encore été un très grand plaisir, un honneur et un bonheur. Donc je vous dis rendez-vous à l'année prochaine. Je crois qu'on peut encore les applaudir.